Dans la catégorie questions existentielles, on s'est tous déjà demandé si l'argent faisait le bonheur. Certaines personnes ont des réponses très tranchées sur le sujet. D'un côté, on a les partisans de l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur ». Pour eux, il est inutile d'être le plus riche du cimetière. Ils sont convaincus qu'une personne pauvre peut être bien plus épanouie qu'un milliardaire. De l'autre, on a les amoureux de l'argent. Ils pensent fermement que le bonheur augmente proportionnellement avec le nombre de zéros sur un compte en banque. Sans argent, on ne peut rien faire dans la vie. L'argent est la réponse à tout, donc le bonheur n'est pas une exception. Selon moi, il est clairement impossible de nier le confort qu'apporte l'argent dans une vie, et dire que l'argent ne fait pas le bonheur est faux. Si on suit une logique maslowienne, être à l'aise financièrement permet de ne pas se soucier de besoins primaires et offre une liberté pour s'épanouir dans certains domaines. Mais une fois que j'ai dit ça, il existe quand même des contre-exemples. On a tous en tête l'image du cadre supérieur qui a soi-disant réussi sur le plan financier, mais qui n'est pas heureux pour autant. Son frigo est rempli, il a un toit sur la tête et des enfants à qui il peut offrir une éducation, mais il passe sa vie à être stressé et de mauvaise humeur. Si l'argent fait le bonheur, pourquoi est-ce qu'il ne saute pas de joie chaque matin quand son réveil sonne? Pourquoi est-ce qu'il se plaint de son travail qui lui rapporte tant d'argent? On sent bien qu'il y a un problème et que la réponse à cette question n'est pas si simple. En tant que minimaliste, j'essaye d'avoir une relation intentionnelle avec tous les domaines de ma vie pour améliorer mon quotidien. Je me suis donc longtemps demandé comment ce mode de vie pouvait faire de l'argent un outil au service de mon bonheur. Et je pense sincèrement que l'argent fait le bonheur du minimaliste. Pendant des années, la théorie économique largement acceptée était celle de l'Homo economicus. L'Homo economicus, c'est un individu totalement rationnel capable de prendre des décisions optimales en fonction de son environnement. Bon nombre de personnes partagent encore cette idée selon laquelle nous prenons des décisions qui nous profitent dans n'importe quelle situation. Ainsi, chaque individu dépenserait son argent de manière tout à fait logique en pesant le pour et le contre avant de faire un achat. C'est bien beau de penser ça, mais en réalité, cette théorie surestime largement la capacité de l'être humain à être rationnel. Le domaine de l'économie comportementale est venu prouver la présence de nombreux biais et d'une part d'irrationalité bien plus présente qu'on ne le croit dans notre relation à l'argent. De ce rapport irrationnel à l'argent découlent beaucoup de décisions qui peuvent porter atteinte au bonheur d'un individu au fil du temps. Pour illustrer tout ça, on va reprendre l'exemple de notre cher cadre supérieur stressé au quotidien. Pour faciliter les choses, on va l'appeler Thomas. Thomas a accepté il y a quelques mois une augmentation de son salaire à condition d'aller travailler plus loin de chez lui. En faisant ça, il a mis la valeur argent au centre de sa décision. Il n'a pensé à rien d'autre. Il était ravi de cette augmentation et il a même ouvert une petite bouteille de champagne pour fêter ça. Mais une chose à laquelle il n'a pas pensé, c'est que cet argent en plus, il allait venir avec plus de temps de trajet au quotidien, donc plus d'inconfort pour aller au travail. Au fil du temps, Thomas s'est totalement adapté à son augmentation de salaire qui lui a offert un plaisir de courte durée. Par contre, faire la navette chaque jour pendant plusieurs heures constitue une douleur chronique qui porte atteinte à son bonheur sur le long terme. Avec cet exemple, tu vas peut-être penser que je suis de mauvaise foi et que je manipule les données comme j'en ai envie. Et que si Thomas s'est adapté à son salaire, il s'adaptera logiquement au nouveau temps de trajet. Eh bien pas vraiment justement. Pour ça, il faut se tourner vers ce qu'on appelle la capacité d'adaptation de notre cerveau. L'être humain a tendance à s'adapter à certaines choses et à trouver une chose banale à force de la vivre. Et tu as sûrement déjà vécu ça. Mais certaines choses sont bien plus susceptibles de subir le principe d'adaptation que d'autres. Une des choses auxquelles on ne s'adapte jamais, c'est la douleur chronique. La douleur chronique peut faire baisser notre bonheur sur le long terme. Dans l'exemple, il s'agit de plus de temps de trajet chaque jour. A l'inverse, l'argent est totalement soumis au principe d'adaptation. C'est pour ça que Thomas ne se réjouit plus de son nouveau salaire au bout de quelques mois. Mais alors, si tant de choses sont soumises au principe d'adaptation, est-on destiné à être des éternels insatisfaits? Destinés à ne jamais être heureux grâce à notre argent? Pour essayer de répondre à cette question, je me suis tourné vers les travaux du professeur Robert Harris Frank. Dans son livre Luxury Fever, il s'est questionné sur la fameuse relation entre l'argent et le bonheur. En premier lieu, il arrive à une conclusion connue selon laquelle le bonheur augmente bel et bien jusqu'à un certain niveau de vie. Mais au-delà de ce niveau de confort vital, la relation entre argent et bonheur n'est plus si évidente. En gros, l'argent ne peut pas acheter du bonheur supplémentaire comme t'achèterais du fromage au marché. Bon, ça semble logique. Mais Frank a décidé de pousser son étude plus loin et en vient à la conclusion suivante. Ceux qui pensent que l'argent ne rend pas heureux ne savent simplement pas comment le dépenser. Pour expliquer ce point de vue, Frank se base sur la capacité d'adaptation de notre cerveau. Comme je te l'ai dit avant, certaines choses sont bien plus soumises à ce principe que d'autres. Parmi les choses qui ne sont pas soumises au principe d'adaptation, il parle des expériences et des activités. Ces choses sont vécues pleinement et on en garde le souvenir à jamais. Elles peuvent faire augmenter notre niveau de bonheur sur le long terme. A l'inverse, l'habitude typique soumise au principe d'adaptation est la surconsommation, une chose qui prend de plus en plus de place dans notre société. La surconsommation est un jeu infini dans lequel il est impossible de trouver une quelconque satisfaction. Je suis sûr que tu as déjà vécu ça. Tu achètes un tout nouveau vêtement et tu n'as Dieu que pour lui, mais au bout de quelques jours tu ne le regardes même plus. Passé le fameux pic de plaisir lié à l'achat, ton état est redevenu le même qu'avant. Je pense que tu commences à voir le lien avec le minimalisme
minimalisme. Avant de continuer, si t'es intéressé par du contenu exclusif sur le minimalisme appliqué à l'énergie et à la productivité, sache qu'en plus de mes vidéos, j'envoie régulièrement des mails avec des conseils que je ne partage pas sur YouTube. Ces lettres minimalistes te permettront de t'améliorer dans ta pratique de ce mode de vie, donc si tu veux encore plus de contenu, clique sur le premier lien en description et inscris-toi pour ne pas rater la prochaine lettre. On passe à la suite de la vidéo. Résumons, nous sommes des êtres humains totalement irrationnels qui ne prenons pas forcément les bonnes décisions pour tirer un maximum de bonheur de ce que nous faisons. Bien souvent, nous optons pour des dépenses auxquelles on va s'adapter sur le long terme, ce qui n'augmentera pas vraiment notre niveau de bonheur. La valeur argent en elle-même ne peut absolument pas suffire à augmenter le bonheur car elle est soumise à cet horrible principe d'adaptation. Horrible? Pas tant que ça, si on prend conscience de son existence et qu'on optimise nos dépenses. Les psychologues Liv Von Boven et Tom Gilovich ont mené une expérience dans laquelle ils ont demandé à des participants de se rappeler d'une expérience où ils ont dépensé plus de 100 $ dans le but d'éprouver du bonheur ou du plaisir. La différence, c'est qu'ils ont demandé à une moitié des participants de penser à une expérience ou à une activité et ils ont demandé à l'autre moitié de penser à un achat de biens matériels. Après avoir décrit la dépense, les sujets ont dû remplir un questionnaire. Les réponses à ce questionnaire ont démontré qu'en se rappelant de la dépense, ceux qui ont décrit une expérience ou une activité, comme des vacances, un bon repas ou une exposition, ils étaient bien plus heureux et davantage convaincus que l'argent avait été bien dépensé que ceux qui ont décrit l'achat d'un bien matériel. De là, les chercheurs en ont conclu deux choses. La première chose, c'est que les expériences procurent plus de bonheur car elles sont moins soumises au principe d'adaptation comme on l'a déjà vu. Mais il y a une autre raison pour laquelle les expériences procurent plus de bonheur. C'est parce qu'elles ont une grande valeur sociale. En effet, la plupart des activités qui coûtent plus de 100 $ sont en général des activités qu'on réalise avec d'autres personnes. Les activités partagées nous rapprochent des autres, ce dont nous avons besoin en tant qu'animaux sociaux devant s'intégrer à un groupe. L'achat de biens matériels part au contraire d'un désir d'impressionner, ce qui, comme nous allons le voir, n'est bénéfique pour personne. Robert Frank, encore lui, distingue deux types de consommation. Premièrement, les consommations discrètes, qui sont souvent des activités, et deuxièmement, les consommations ostentatoires, qui sont souvent des biens matériels. Ces deux types de consommation fonctionnent selon des mécanismes psychologiques différents. L'achat de biens matériels concerne très souvent des biens que les autres peuvent voir, donc l'indication du succès du propriétaire. Ces biens font l'objet d'une course à l'armement dans laquelle chacun doit avoir une meilleure montre, une meilleure voiture ou un meilleur téléphone que le voisin. Le problème, c'est que cette course est sans fin, et que l'achat d'un des participants dévalorise l'achat de l'autre. Très concrètement, si aujourd'hui tu achètes une montre de la marque Casio et que ton voisin achète une Rolex, tu vas finir par devoir acheter une montre encore plus chère et ainsi de suite. C'est un jeu à somme nulle dans lequel personne n'est gagnant. D'un autre côté, la consommation discrète concerne des activités ou des biens valorisés pour ce qu'ils sont et on cherche pas à en tirer un statut particulier. Pour revenir à Thomas, il tirerait aucun prestige supplémentaire d'un trajet plus court. Pourtant, c'est bien ça qui garantirait son bonheur sur la durée. Avec toute cette démonstration, je pense que tu vois où je veux en venir. Le minimalisme est un mode de vie qui met l'accent sur l'intentionnalité que tu entretiens avec tes possessions et avec tes dépenses. Cette intentionnalité est censée te rendre plus heureux. Sans pour autant connaître les notions de consommation ostentatoire et de principe d'adaptation, le minimaliste évite de surconsommer et réfléchit souvent à ce que peut lui apporter l'achat d'un bien. Il met beaucoup plus l'accent sur les expériences et les activités que sur l'achat d'une nouvelle paire de chaussures. Ses dépenses au quotidien sont donc moins soumises à la capacité d'adaptation du cerveau. Ces choses ont certes un prix, mais ces choses s'ancrent en toi à jamais. Ces choses te construisent et te rendent meilleur au quotidien. Ces choses te rendent heureux et sont trop fortes pour que ton cerveau s'adapte à de tels plaisirs. Personnellement, j'ai longtemps cru que voyager était réservé à des personnes aisées et que c'était hors de ma portée, mais je ne remarquais pas que tous les vêtements que j'achetais m'avaient coûté le prix d'un très beau voyage. Beaucoup de minimalistes ont compris qu'il était inutile de mettre trop d'importance sur la valeur argent en elle-même, mais que l'argent pouvait être un outil permettant d'augmenter durablement le bonheur. Évidemment, il est inutile d'être le plus riche du cimetière, mais en optimisant ses dépenses et en développant un bon lien d'intentionnalité avec son rapport à la consommation, il est clairement possible d'augmenter son bonheur de manière durable. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir encore plus de conseils sur le minimalisme appliqué à la productivité, la psychologie et l'énergie, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Dans ces lettres, je te partage régulièrement du contenu exclusif sous forme de mail, contenu que je ne préfère pas partager sur YouTube. Donc si tu veux avoir accès à cette exclusivité, clique sur le premier lien en description pour t'inscrire. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi ou partage cette vidéo à quelqu'un qu'elle pourrait intéresser. Je te serais vraiment reconnaissant de faire une si petite action qui m'aide tant pour faire évoluer mon travail semaine après semaine. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi si tu penses que l'argent fait plus le bonheur d'un minimaliste qu'un autre. Ton avis m'intéresse donc je serais ravi d'échanger avec toi sur le sujet. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.